Bonjour à tous, je suis Hélène Quilien, je travaille à la direction de l'accompagnement de BPI France et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour parler éco-conception de services avec nos deux intervenants du jour. Donc monsieur Guillaume Piens, qui est commissaire général de la foire Art Paris, donc qui est une foire d'art contemporain, qui a initié une démarche d'éco-conception il y a de ça un peu plus de 2 ans. De façon assez novatrice pour le secteur dans le milieu de l'art et qui va donc pouvoir en témoigner. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et je suis également avec Fanny Legros, donc, qui est fondatrice du cabinet Carbon Prod, qui est spécialisé dans l'accompagnement des acteurs du secteur culturel pour diminuer l'impact environnemental de leur production. Et donc qui a accompagné Guillaume dans sa démarche d'éco-conception depuis les débuts et donc il va pouvoir nous apporter son regard d'experte en la matière. Donc merci déjà à tous les deux d'être présents aujourd'hui pour échanger avec nous sur ce sujet. Et donc j'aimerais commencer cette intervention par vous poser la question, Fanny, de ce qu'est finalement l'éco-conception, qu'est-ce qu'on met derrière ce concept et en quoi surtout il s'applique à une activité de service, puisque c'est vrai que plus naturellement on pense à une fabrication de produits, des biens manufacturés quand on parle d'éco-conception. Donc en quoi cette démarche est applicable à une activité de service en particulier dans le secteur culturel? Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'éco-conception, c'est l'analyse de cycle de vie d'un service ou d'un produit. Donc, c'est travailler à partir de sa conception, de son usage, de son post-usage et de sa fin de vie. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que globalement, on peut travailler n'importe quel élément. Enfin, que ça peut être produit, service. C'est vraiment très large. Faut absolument pas s'attendre à ce que l'éco-conception ne gère que le produit. Vraiment, un service, on fait un concept de service, vous y réfléchissez. Il y a le début d'un service, il y a l'usage du service, il y a la vie du service et la fin de vie du service. Donc c'est vraiment des choses qu'on peut tout à fait éco-concevoir. Et donc on travaille cette analyse de cycle de vie dont on va parler tout de suite. Très bien, merci. Peut-être un petit mot sur le diagnostic éco-conception qui travaille justement sur cette démarche-là. Alors nous, on est dans le diag éco-conception depuis 1 an à peu près, une petite année. C'est très intéressant parce que donc, le diag offre 18 jours d'études sur un produit ou un service lié à l'éco-conception. Et donc on vient travailler donc, en tant que bureau d'études ou agence d'éco-conception avec nos clients sur, comme on l'a fait avec Art Paris, sur le service de la production d'une foire d'art. On vient calculer l'ensemble des impacts. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est complètement au-delà du carbone. Bon, le carbone, c'est une donnée intéressante, mais on vient calculer 15 impacts. Des impacts comme la biodiversité, les ressources en eau, les énergies fossiles. Et donc c'est aujourd'hui la méthode la plus utilisée, enfin en tout cas la plus robuste pour calculer les impacts environnementaux et la plus nécessaire puisque, encore une fois, calculer simplement le carbone, en fait, c'est passer à côté de beaucoup d'autres impacts. Très bien, merci Fanny pour ces précisions. Et donc je me tourne vers toi Guillaume pour savoir un peu quels étaient tes enjeux finalement il y a 2 ans quand tu as décidé de se lancer dans cette démarche d'éco-conception. Finalement, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Je crois que beaucoup de gens d'entre nous, c'est l'éco-anxiété, en fait, de sentir que le monde brûle et qu'on regarde les choses, on se dit qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas comment. Je pense que c'est ça. Le milieu de l'art est un milieu associé au luxe, donc on ne regarde jamais à la dépense, on est toujours dans notre bulle. Donc voilà, je trouvais que c'était nécessaire de faire quelque chose, et c'est vrai que dans la stratégie de Art Paris, qui est donc une foire qui a lieu au printemps, d'art moderne et contemporain, j'ai finalement initié ces stratégies en faisant d'ailleurs 2 thématiques qui croisaient l'art, le champ de l'art contemporain et les préoccupations environnementales, donc comment les artistes aussi réagissent à ces questions environnementales, et c'était adossé à cette idée de faire une foire éco-conçue basée sur l'analyse de cycle de vie, ce qui est une première, en fait, ça n'a jamais été fait dans le milieu de l'art. Donc voilà, on était les pionniers à ouvrir la voie de ce travail. Très bien. Et du coup, Fanny, quand Guillaume est venu te voir pour lancer cette démarche d'éco-conception, finalement, comment tu t'y es pris pour faire cette étude justement d'analyse de cycle de vie, et peut-être quels sont les résultats de cette étude? Alors, de manière très concrète, les premiers rendez-vous qu'on a fait, on s'intéresse à son client, entre guillemets, donc à la foire, à qui elle est, son ADN, depuis quand elle existe, comment elle fonctionne, et on vient vraiment travailler sur ce qu'on peut appeler une cartographie. Donc on vient cartographier un peu ce qu'est cette foire, et à partir de là, on est en capacité de mettre en place ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, et donc de mettre en place
la base de l'analyse de cycle de vie et de l'éco-conception, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut calculer et pourquoi. Et donc, par exemple, sur Art Paris, c'est les premières années, nous avons calculé l'impact environnemental d'un mètre carré de stand, de production d'un mètre carré de stand sur l'ensemble de la foire. C'est une foire importante puisqu'elle est, si je ne veux pas dire de bêtises, mais le nombre de mètres carrés, je ne l'ai plus en tête, à peu près 9000 globalement. Oui, c'est ça, oui, 9000 mètres carrés. Ouais. Ouais. Donc ça fait beaucoup de monde, ça brasse 80 000 personnes sur 5 jours. Ça, je te laisserai en faire le détail, Guillaume. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir quelles étaient leurs problématiques et comment ils produisent cette foire. Et donc, globalement, on est allé vraiment gratouiller, si je puis dire ça, chercher de la donnée, qui est parfois on va dire la partie un petit peu plus complexe de la conception de cette organisation jusqu'à la fin du montage, de la conception, pardon, de la foire jusqu'à son démontage et à sa, entre guillemets, fin de vie. Alors, on n'a pas envie de l'appeler fin de vie, mais globalement, on voulait en faire un élément circulaire et donc de travailler l'ensemble des impacts de la chaîne. Très bien. Et peut-être veux-tu commenter quelques résultats? Alors. Peut-être Guillaume peut parler un petit peu de la foire. Oui, bien sûr. Dans la slide juste d'avant. Sur le contexte. Replacer un petit peu le contexte, ouais. Oui, donc nous, on est une foire qui accueille à peu 134 galeries qui viennent de 25 pays, mais bon, on a une assise qui est très régionale, donc c'est intéressant parce que déjà, on est des adeptes du circuit court, en fait. Il y a d'autres foires qui sont beaucoup plus internationales que nous et qui engendrent des impacts beaucoup plus importants. Donc nous, la chance, c'est qu'on est quand même sur un public qui vient majoritairement des régions de France. Il y a des étrangers, mais on est quand même une assise régionale. Donc c'est vrai qu'on est un modèle qui est peut-être plus facile à aborder que des foires. Je pense à une autre foire qui est très connue qui s'appelle Art Basel, qui a lieu en Suisse et qui est dans une ville qui est quand même Bâle, qui est une ville de taille moyenne où pratiquement tout vient de l'extérieur. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette assise parisienne. On a le public d'Île-de-France, beaucoup de gens viennent en métro, etc. Donc on est beaucoup plus. C'est un modèle qui est, à mon avis, beaucoup plus facile à aborder pour une éco-conception, si on parle du circuit lourd. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous a aidés. Et donc peut-être, si tu veux commenter l'analyse de cycle de vie qui a été faite. Tout à fait. Avec plaisir. Alors, donc l'analyse de cycle de vie, donc l'éco-conception, c'est vraiment l'analyse de cycle de vie étant un outil de l'éco-conception. Donc ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est l'ensemble des impacts que l'on calcule. Aujourd'hui, globalement, quand on parle du bilan carbone, on calcule que le changement climatique, donc c'est-à-dire le seul impact que vous avez sur votre gauche, le premier en haut. Et globalement, en fait, on a d'autres impacts qui sont tout aussi importants, voire plus, notamment des impacts comme l'épuisement des ressources minérales, fossiles, la toxicité humaine, donc les cancers, les besoins en eau, une grosse problématique du moment, et qui ne va pas s'arrêter, la transformation des sols. Je ne vais pas tous vous les expliquer, mais globalement, ce sont des impacts qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus stratégique sur les choses à faire. Comment on a travaillé avec Art Paris? On est allé donc de manière très minutieuse. On a recartographié l'ensemble de la chaîne de production de la foire. Et donc pour chaque matière, comme par exemple, globalement, si on peut passer à la slide suivante, comme ça c'est bien expliqué juste derrière. Voilà, on est allé regarder donc comment fonctionne la production, donc la production des stands, donc c'est-à-dire qu'on va aller voir comment ils sont conçus, où est-ce qu'ils sont conçus, d'où viennent les produits. Donc on va vraiment s'intéresser à toute la chaîne de valeur des produits, donc de leur conception, donc la conception d'où vient le bois, où est-ce qu'il a été presque planté, arraché, coupé. On vient vraiment de manière très tatillonne regarder l'ensemble de la production et donc à partir de ce moment-là, on récolte énormément de données. Ce qui est un moment aussi très intéressant parce que pour Art Paris, peut-être à l'époque, n'avaient pas conscience du tonnage de matériaux qu'ils utilisaient à l'année. Première donnée, sans avoir de données d'impact, c'était de savoir que Art Paris, c'est 102 tonnes de bois qui vient du Portugal. Le coton gratté, c'est un coton qu'on met sur des cimaises. Ça représente 3 tonnes par an. C'est un coton qui est utilisé pour 5 jours globalement et qui vient de l'autre bout de la planète en transport bateau ou avion et qui est utilisé et qui est produit de manière assez... Bon, je fais un petit bilan noir sur le coton, mais c'est une problématique en eau qui est énorme, des produits chimiques, etc. Donc je vous passe les détails, mais c'est pas un très très bon produit. La moquette, c'est pareil, les menuiseries. Donc on vient un peu travailler toute la donnée qu'on a pu récupérer, les éclairages, comment c'est fourni en énergie. Et après, globalement, nous, on a des bases de données avec lesquelles on travaille. On vient faire un scénario de cette foire sur
sur nos logiciels, et à partir de ce moment-là où on a récupéré la donnée, on est en capacité de sortir donc les premiers résultats. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que globalement, donc, si aujourd'hui vous aviez envie de faire un bilan carbone, vous auriez que le premier chiffre, donc moins 40% sur le bilan carbone global de la foire. Ce qu'on a fait pour Paris, c'est qu'on a fait une première analyse sur 2021. On a vu ce qui était, on va dire, le point focus le plus important, c'était le coton gratté justement, et les moquettes. Donc globalement, on savait que c'était ça qu'il fallait changer et c'était ça sur lequel il fallait trouver des solutions. Et globalement, on a mis en place, après 2021, un champ d'action avec les équipes d'Art Paris pour réussir à diminuer ces impacts globaux. Et donc le résultat entre 2021 et 2022 est extrêmement satisfaisant, puisque globalement on a 40% de changement climatique en moins, mais on a aussi des impacts très importants, comme par exemple l'épuisement de la couche d'ozone. On va avoir les radiations ionisantes, c'est globalement le nucléaire. On va avoir des impacts en moins sur la toxicité, donc les particules fines, sur l'eau. Enfin, vraiment, voilà, ça donne une image bien plus globale de l'ensemble de ces impacts. Et je crois, tu me diras si je me trompe, Guillaume, mais ça donne beaucoup d'énergie positive aux équipes pour travailler et c'est un peu rendre des comptes, entre guillemets, à ces visiteurs pour dire, bah voilà, vous venez à cet événement, mais cet événement, on travaille à l'éco-conception. Alors, c'est pareil, l'éco-conception, c'est un travail, ça se fait pas en claquant des doigts, c'est vraiment un travail de fond, c'est un travail important, mais qui, en tout cas, est toujours très satisfaisant au niveau des résultats. Ça, je peux vous le dire avec l'ensemble des clients qu'on peut accompagner aujourd'hui. Il y a toujours des résultats qui sont globalement extrêmement positifs. En fait, on trouve des solutions. Globalement, sur le coton, par exemple, donc, comme on le disait, c'est un produit qui vient de loin, qui est utilisé peu longtemps et qui part à la poubelle. On a retrouvé un cycle circulaire pour ce coton, puisque aujourd'hui, il est revalorisé pour faire un élément isolant dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment pas... alors, c'est pas du recyclage, c'est vraiment de la revalorisation du matériau. Donc on utilise très peu d'énergie pour refaire un autre matériau. Donc ça, c'était aussi l'intérêt. Les moquettes, elles sont réutilisées pour des travaux dans le bâtiment. Donc elles sont récupérées à la fin de la foire et elles sont redispatchées pour globalement soit des associations qui en auraient le besoin, ou soit des entreprises dans le bâtiment qui les utilisent pour leur chantier, au lieu d'utiliser d'autres trucs neufs. Qu'est-ce qu'on avait fait encore ? Bon, la problématique de la viande, ça, on l'a complètement écarté. C'est-à-dire que toute la nourriture était totalement... végétarienne et végétalienne. Il y a l'électricité, par exemple. Ouais, on a fait changer tous les spots parce qu'on a vu que c'était un point important. Parce que normalement, les gens utilisaient de l'halogène, donc on a imposé à nos exposants de n'utiliser que du LED, et ça nous a fait baisser de 37% notre consommation électrique, donc ça c'est important. Donc voilà, on a obtenu des résultats. On est quand même passé de 2021 à 2022. On avait 25 tonnes de déchets, on est passé à 12 tonnes. Et vous avez 45% c'est pratiquement plus de 45% de diminution. Et vous avez eu des résistances de la part des exposants, ou ça s'est plutôt bien passé avec eux, ces contraintes supplémentaires? C'est une question de génération, c'est une très bonne question. J'allais dire, les gens qui sont aujourd'hui trentenaires et un peu en dessous sont complètement mobilisés sur le sujet. Les gens qui ont plus de 50 ans, c'est plus compliqué. Voilà. Pour beaucoup. Mais bon, je pense que pour les gens de plus de 50 ans dans la salle. Mais il y a des gens qui sont... Ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça. Mais il y a beaucoup d'éco-sceptiques, de gens qui pensent qu'on fait du greenwashing. Enfin, bon, bref. Peut-être plus simple, effectivement. Mais je pense que c'est surtout une ignorance de la culture, de analyse de cycle de vie, tous ces termes, revaloriser, recycler. Je pense qu'il y a un manque de culture, en fait. D'acculturation à ce sujet-là. Il faut que les gens, effectivement... prennent possession vraiment du vocabulaire, des réalités que ça recouvre. Et je voulais vous dire aussi que c'est vrai que dans le travail qu'on a fait, donc là c'est vraiment un travail qu'on a fait sur la production de la foire, mais nous ça nous a obligés aussi à revoir tous nos services. Voilà, on a fait un travail pour être en accord avec cette stratégie, hein. C'est pas juste dire voilà l'éco-conception. Donc on a par exemple, pour donner des exemples concrets, évidemment, on s'occupe de nos VIP, ils ont une flotte de véhicules, donc on a exigé que ce soit que des véhicules électriques. On a banni donc les bouteilles en plastique la vente de bouteilles en plastique sur la foire. On a même trouvé une société qui faisait du mobilier éco-design en fait par rapport aussi au mobilier général de la foire. Donc on est allé vraiment dans tous les détails pour être en accord avec cette démarche. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous mobilise à temps complet tout le temps, et on se pose beaucoup de questions pour savoir si finalement on fait bien les choses. Voilà.
Et justement, quelles ont été les retombées de cette démarche-là, qu'elles soient positives ou même négatives, s'il y en a eu Les retombées sont d'abord une retombée d'image pour Art Paris, parce qu'on est pionnier dans le secteur. Donc c'est effectivement quelque chose qui a donné une image qui a donné une autre image de la foire, et c'est important vis-à-vis du... Donc plus responsable peut-être. Oui, voilà, éco-responsable, etc. Mais enfin bon, ça a eu un impact. Pour la société elle-même, c'est une société qui s'appelle France Convention, qui organise donc Art Paris. Les propriétaires en fait ont pu obtenir un autre budget d'une foire, d'un événement qui s'appelle CIPCA, qui est un événement pour le bas carbone par exemple. Mais c'est vrai que le fait qu'ils avaient fait une éco-conception de foire, dans la première dans le monde, leur a donné effectivement un avantage supplémentaire pour obtenir ce budget. Donc c'est vrai que c'est effectivement un cercle vertueux, et je pense qu'aussi au niveau du management, les équipes sont aussi très fières. Enfin, c'est aussi une fierté. Oui, comme tu disais, Fanny, c'est un projet collaboratif qui aussi embarque toutes les équipes. Non, mais c'est quelque chose qui, j'allais dire le terme holistique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui transforme la vision de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est toujours bien en fait. On est dans les habitudes, on est dans les certitudes. Là, justement, ça nous fait rentrer dans une zone de questionnement perpétuel, permanent. Donc c'est bien pour tout le monde. Voilà, c'est bien pour soi et pour les autres. Oui, ce n'est que le début du chemin finalement. Et justement, quelles sont finalement un peu les prochaines étapes, quelles sont les prochaines réflexions? Donc on a parlé de l'énergie, des déchets, de la matière. Donc vous avez fait pas mal d'actions autour de ça, mais what's next? Quels sont un peu les prochains sujets d'études? Alors il y en a un certain nombre. On en discutait justement ce midi. Il y a un enjeu sur quelques, on va dire. La plupart des galeries sont effectivement, comme on le disait, régionales, mais certaines sont internationales. Donc on est en train de travailler sur, par exemple, la mobilité bateau pour la question de la gestion des œuvres, du transport, qu'on met en place aussi pour donc l'ensemble des transports qui sont faits sur la foire. Et puis il y a la grande question de la mobilité des publics, qui va être un enjeu aussi. Donc des partenariats mis en place par la SNCF, des choses comme ça qui sont à l'étude. Voilà. Et est-ce que c'est mesurable justement cet impact-là? Est-ce que vous avez réussi à l'intégrer dans l'étude, l'impact du déplacement? Oui. Alors cette année justement, en 2021-2022, on a travaillé principalement sur la partie production de la foire, et en 2023, donc l'année dernière, nous avons travaillé sur l'ensemble globalement de la mobilité des publics, avec le DIAG éco-conception justement. Très bien. Parfait. Je ne sais pas s'il y avait une autre slide que tu voulais commenter ou si c'était tout. Super. Peut-être un mot pour conclure. Quel conseil vous donneriez à un entrepreneur qui veut justement se lancer dans une démarche d'éco-conception, dans le secteur de la service plus particulièrement, pour que ce soit réussi, cette démarche réussie? Je ne sais pas, qui veut commencer? Peut-être toi, Guillaume. Peut-être moi, oui. Je pense que, en tout cas, il faut bien s'entourer. Voilà, c'est déjà le premier conseil. Bien s'entourer, ça veut dire... nous, on a de la chance de rencontrer Fanny, mais elle était appuyée par des gens qui ont fait tous les calculs en fait. Donc un groupe d'ingénierie. Donc ça c'est très important, parce qu'on ne peut, encore une fois, on doit effectivement, il faut calculer pour mesurer, et si on n'a pas de calcul, ça ne sert à rien en fait. Voilà, il y a beaucoup de gens qui disent on a fait ça et ça fait baisser de tant de pourcents, mais nous on est très... Justement, on ne veut pas rentrer dans le greenwashing. Scientifique, d'ailleurs, notre étude, tout l'impact, tout le travail qu'on a fait, en fait, ça a fait l'objet d'un rapport avec tout est consigné et qui est sur le site de la foire d'ailleurs. Donc tout le monde peut le consulter. On peut le consulter demain, en français et en anglais. Donc c'est okay. important de le dire. On est vraiment dans un rapport de transparence et de chiffres. Et c'est très important de ne pas tomber dans le greenwashing, parce que c'est tellement la facilité. Donc ça prend du temps, et il faut être... effectivement, c'est aussi une démarche qui s'inscrit dans le temps. Voilà, on ne peut pas juste dire en un an on a fait ça et puis on est content. C'est quelque chose qui est qui est sur le long terme. Voilà, pas se décourager, se faire accompagner. Non, ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau budgétaire, ça génère un surcoût pour l'opération de 2021-2022, donc l'analyse de cycle de vie et tout ce qu'on a mis en place. J'imagine que pour nous, ça a été un surcoût de 40 000 € qui n'était pas dans le budget. Donc c'est vrai que les propriétaires de la foire m'ont appuyé dans ces démarches, parce qu'ils ont trouvé que c'était effectivement un chemin nouveau. On ne l'a pas reporté sur nos exposants, on l'a effectivement intégré dans nos coûts. Mais c'est effectivement, il faut savoir aujourd'hui que ce qu'on a fait, c'est beaucoup plus facile de jeter que de vouloir réutiliser ou reprendre des matériaux, etc. Oui, parce que c'est quand même la conclusion, malheureusement. Aujourd'hui,
c'est que les filières sont difficiles à trouver. Bon, on a de la chance, finalement, on arrive toujours à trouver des solutions. Je voulais le dire aussi, c'est important, parce que des fois, on se dit, on voit la montagne, on se dit, on va pas y arriver. Mais il y a un coût, en fait. Il y a un coût. Et par exemple, nous, au Grand Palais, voilà, d'évacuer le coton et la moquette. Voilà, si on voulait le faire le dimanche soir, c'était 14 000 € qu'on devait donc payer pour le transport en camion aux entreprises concernées. Bon, voilà, on a assumé ces coûts, en fait. Voilà, il faut qu'il y ait une volonté derrière. C'est un investissement pour l'avenir. Mais je pense que voilà, le monde brûle. C'est bien de le dire, Anne de le souligner, qu'il faut faire des choses, il faut continuer et il ne faut pas se décourager, quoi. Voilà. Très clair. Ouais. Bon, donc démarche au temps long, se faire accompagner, être persévérant, effectivement, investir pour la suite. Et peut-être Fanny, de ton côté, si tu as un conseil. Moi, je dirais que globalement, effectivement, vous avez la chance d'avoir le diagnostic éco-conception de la BPI. Vous pouvez vous en saisir. C'est un dossier qui est extrêmement rapide à monter. Les bureaux d'études pour les connaître pas mal, sont très bien. Et surtout, vous allez avoir des résultats, en fait. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous allez aussi pouvoir vous appuyer, communiquer, changer de stratégie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on gratouille un petit peu autour du modèle économique. Donc, que ce soit dans la culture ou dans d'autres secteurs, on approche tout ça aussi. Donc, c'est des questions passionnantes et c'est des questions que vous devez vous poser parce que sinon, votre boîte, demain, elle n'existera plus, quoi. Belle conclusion. Merci Fanny. Un grand merci à tous les deux. Je ne sais pas s'il y a des questions. On a encore 8 bonnes minutes, donc n'hésitez pas. Alors, je vais vous donner le micro. Oui, mademoiselle va vous le donner. Bonjour, merci. On a parlé du local au début. Vous avez parlé de fait que les différentes parties prenantes étaient locales et que c'était un élément positif pour l'événement. Est-ce que ça se mesure en fait ? Il y a des indicateurs pour mesurer le côté... Ah bah oui, vous allez l'avoir, par exemple, faites venir des légumes d'Île-de-France au lieu de faire venir des légumes d'Amsterdam. Globalement, votre résultat va être beaucoup moins impactant puisque le transport sera beaucoup plus court. Donc tout se mesure. Globalement, on est en capacité de tout mesurer. D'accord, et ça se mesure par le biais du transport et par le biais de... D'accord, merci. De la production, enfin vraiment c'est très large. Vous avez parlé de surcoût. Mais vous n'aviez pas d'économie quand je vois consommation électrique, etc. Vous n'avez pas contrebalancé par des économies ? Un petit peu, ouais. Oui, un petit peu. Sur le déchet surtout. Sur les déchets, oui, bien sûr qu'on a des économies. Mais le surcoût est plus important que les économies que vous faites. Enfin, surtout au début. Peut-être qu'après, ça va... Première année, ouais. C'est important de le dire quand même. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, au Grand Palais, on est facturé sur le nombre de déchets. Le tonnage. Donc évidemment, comme on a baissé de 45%, ça a fait une économie. Mais c'est une économie qui est beaucoup moins, comment dire, bon, c'est toujours une économie, c'est toujours bien. Mais par rapport au coût qu'on a dû engendrer, c'est quand même, voilà. Pour l'instant, on ne peut pas parler de rentabilité, en fait. J'aimerais savoir si ça a engendré des changements de fournisseurs. Parce que j'imagine que pour des fournisseurs de services ou de produits, il fallait s'assurer que ceci était bien conforme à la nouvelle feuille de route. Et du coup, pour vous, Fanny, est-ce que c'est plus simple, selon vous, d'éco-concevoir from scratch en fait, un nouveau service plutôt que de faire la transition d'un service existant vers une éco-conception. Question extrêmement intéressante. Alors, de manière très transparente, on ne l'a pas encore fait de from scratch. Donc aujourd'hui, on est principalement sur de l'adaptation. Mais globalement, ça fonctionne très bien. Et les fournisseurs changent. On en a changé un certain nombre, tout à fait. Bonjour, j'avais une question sur les critères de votre diagnostic. Vous avez parlé de 15 critères et je voulais savoir si c'était aligné sur les 9 critères des limites planétaires. Alors c'est d'autres ensembles en fait, mais on les retrouve globalement. Les 9, on les retrouve dans les 15, tout à fait. Ouais. Je crois que vous parliez des critères de l'ONU, mais non, effectivement sur la planète, on les retrouve tout à fait dans les critères d'éco-conception. Par rapport à
cette démarche que vous avez fait d'éco-conception au niveau de la foire en elle-même, est-ce qu'il y a eu un impact direct par rapport au lieu? C'est-à-dire que là, vous avez justement expliqué qu'il fallait enlever certains éléments, soit en DIB, soit à réutiliser. Mais est-ce qu'il y a des éléments fixes que le propriétaire, justement, décide de garder et de pouvoir répliquer en fait, d'une manière un peu plus pérenne, cet exemple-là de Oui, votre exercice? C'est le cas. Bon, une foire aujourd'hui, une foire d'art contemporain, c'est surtout, vous avez compris, des cloisons, de l'éclairage et des moquettes. Voilà, c'est ce qui fait une foire en termes physiques. Donc, nous, on a investi le Grand Palais, qui est un lieu, comme vous le savez, qui accueille ces foires. Donc, c'est une ville qu'on construit du jour au lendemain. Enfin, quand on arrive, c'est tout vide et voilà, on va très vite pour monter une ville. Hein. Donc c'est toujours ce côté assez magique aussi d'un événement. Mais donc nous, par exemple, un élément concret qui revient, ce sont les cloisons. Les cloisons sont stockées, évidemment, et recyclées une vingtaine de fois. On a fait le calcul. Donc ça, c'est l'élément fixe. Par contre, le coton, il est compliqué parce qu'il est ignifugé contre le feu. Il est donc traité avec enduit d'un matériau toxique qui le rend difficile à le recycler, j'allais dire. Et puis, il est agrafé sur les cloisons. Donc, en fait, il y a quand même une contrainte très forte. On peut pas, ce sont des matériaux difficiles justement à réutiliser. Et le propriétaire, justement, ne souhaiterait pas... Enfin, j'imagine qu'il y a un choix de couleurs, parce que chaque festival a sa propre propriété d'image. Mais justement, sur cette partie éco-conception, est-ce qu'il y a des défis, parfois de sensibilisation, de se dire pourquoi pas aller sur une monomatière, une monocouleur, avec peut-être des éléments de spécificité image, mais où on peut aller pousser un peu plus loin l'exercice d'éco-conception? Là, le propriétaire étant les réunions des musées nationaux, il accueille je ne sais plus combien de milliers d'événements dans l'année. C'est compliqué pour eux parce que c'est des événements très différents en fait. Donc à ce jour, ils n'ont pas gardé d'éléments de Art Paris. Par contre, je pense que ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a sensibilisé, je crois, un nombre assez important de personnes. Et notamment la RMN qui va se saisir de ces enjeux. Je ne sais pas ce qu'ils en feront pour l'instant, mais en tout cas, c'est en cours de réflexion. Je voulais préciser quand même que la Réunion des musées nationaux, elle fait ses propres événements, mais après, vis-à-vis des foires comme Paris Photo, Art Paris ou Paris Plus qui aura lieu bientôt, on est dans une relation, on loue leur lieu. Voilà. Donc tout ce que nous faisons nous appartient à nous et c'est pas la Réunion des musées nationaux. Mais cela dit, la Réunion des musées nationaux a regardé avec beaucoup d'attention le développement d'Art Paris sur ce sujet de l'éco-conception. Et dans une semaine, ils me demandent de faire aussi une formation interne pour leurs équipes, pour leur expliquer notre démarche et les impacts que ça a eu. Donc ça veut dire que, évidemment, tout ça est très capillaire, en fait, ça joue. Mais c'est important de dire que nos événements, on les organise. Paris Photo arrive avec ses cloisons, Paris Plus avec ses cloisons. Enfin, c'est nous la Réunion des musées nationaux ne gère rien à disposition. Voilà. Elle nous met le lieu à disposition. Voilà. Pour vous, surtout Fanny, au niveau des réglementations et des législations autour de l'éco-conception, parce que moi je suis plutôt orientée RSE en tant qu'étudiante en agronomie, et on est très très en retard sur ce sujet. Et comme disait monsieur, que du coup c'était une initiative de votre foire, mais est-ce qu'il existe en France actuellement des législations ou des réglementations qui poussent à l'éco-conception, ou est-ce qu'on est aussi en retard sur ce niveau-là? On est un petit peu en retard. Globalement, mais ça va arriver. Ouais. L'éco-conception, c'est une norme ISO. Donc c'est lié à la communauté européenne. C'est quelque chose de très normalisé. On ne fait pas n'importe quoi. Notamment sur la communication des résultats. Vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas se mesurer, par exemple, à un de ses concurrents et dire on a baissé de 25%. Il doit y avoir des revues critiques. Il y a des ingénieurs qui revoient vos calculs. Donc c'est l'une des méthodes les plus poussées, la partie multicritère. Et pour le secteur de la culture, malheureusement, le secteur de la culture ne fait pas partie des SNCB. Donc on ne fait pas partie de la stratégie nationale bas carbone. C'est bien dommage. J'espère que ça va rentrer. Voilà, si quelqu'un m'entend, avec plaisir.
On aurait pu dire quand même qu'on a reçu un petit soutien quand même on a eu un soutien de l'ADEME, tout à fait. C'est bien de le dire parce que ça donne un coup de pouce aussi à des entreprises par rapport au surcoût. Voilà, bon, c'était pas une grande subvention, mais c'était important quand même. Pile poil. C'est terminé. Merci beaucoup pour vos questions Merci à tous. et votre écoute. Merci.